Bien, il nous reste donc à étudier les sollicitations composées. Donc, ce qu'on appelle sollicitation composée, c'est la composition de différentes sollicitations simples. Donc, par exemple, si on compose deux flexions simples entre elles, on obtiendra donc de la flexion déviée. Si on compose la traction-compression avec de la flexion simple, on obtiendra de la flexion composée ou flexion composée déviée. On pourrait aussi composer de la traction-compression avec de la torsion, de la traction-compression de la flexion simple avec de la torsion, etc. Toutes les combinaisons de sollicitations simples sont envisageables pour obtenir donc des sollicitations composées. Et la dernière que l'on étudiera, c'est le flambement, qui est une sollicitation composée un petit peu particulière, donc flexion plus compression, mais que l'on étudiera dans la configuration déformée à cause des grands déplacements. Alors, flexion déviée, quand est-ce qu'on sera en flexion déviée? Lorsqu'on sera en présence d'une flexion s'exerçant dans deux plans, donc ici le plan XY et le plan XZ. Alors, prenons un exemple où on aura donc de la flexion dans les deux plans. Donc si je prends par exemple une force ici grand F, en kN, donc cette force agit dans le plan XY. Prenons une autre force Q. Donc cette fois-ci, qui va agir dans le plan XZ. Donc la première force va occasionner donc de la flexion autour de l'axe Z. Alors que la deuxième force va occasionner de la flexion autour de Y. Donc en termes, on a donc la superposition de deux états de flexion simple. Donc la flexion en bleu, donc la flexion autour de Z, on retrouve donc notre torseur de cohésion composé de l'effort tranchant VY et du moment de flexion MZ. Concernant la flexion autour de l'axe Y, on trouve donc un état de flexion simple avec un effort tranchant VZ et un moment de flexion autour de l'axe Y que je vais appeler MY. Donc si j'écris le torseur de cohésion, il est donc la superposition de ces deux états de flexion simple. Je vais donc retrouver les éléments appartenant à la flexion simple autour de l'axe Z en bleu, donc avec VY et MZ, et les éléments de réduction appartenant à la flexion simple autour de l'axe Y avec VZ et MY. Pas d'effort normal et pas de moment de torsion. Alors dans ce cas, dans notre cas,
Donc dans notre cas, on a l'effort tranchant Vy si j'effectue une coupure en isolant à droite, qui est égal à F, et le moment Mz qui est égal à F L-X. Et concernant la flexion autour de l'axe Y, on a un effort tranchant suivant Z, qui est égal à Q, et un moment My qui est égal à Q L-X. Alors faisons une remarque concernant le repère. Donc le repère n'a pas changé par rapport à la flexion simple. On travaille toujours dans le repère principal d'inertie. C'est quoi le repère principal d'inertie? C'est un repère, supposons par exemple que j'ai une section qui soit inclinée comme ceci. Pour lequel l'un des plans est plan moyen de symétrie. Là, l'axe Y est comme ceci. Donc dans ce cas-là, le plan XY est plan principal d'inertie puisqu'il est plan de symétrie de la section. Et l'autre plan est donc perpendiculaire. L'autre axe est perpendiculaire. Bien sûr, il passe par G, centre de gravité de la section. Voilà, donc si on a des sections qui sont inclinées, il faut absolument que le plan soit plan principal d'inertie. Et dans ce cas-là, les charges sont projetées. Si par exemple j'ai une charge verticale, eh bien on projetera les charges suivant les plans Y et Z. Alors regardons à présent à quoi vont ressembler les contraintes normales. Donc elles seront la superposition donc, des deux états de flexion simple, à savoir la flexion autour de l'axe Y et la flexion autour de l'axe Z. Donc si je représente le vecteur contrainte normale en un point M qui entoure une petite surface dA, donc en ce point, la contrainte normale, sigma, de x, y, z, est donc égale à la somme des deux termes, le terme de flexion autour de l'axe z, donc mz de x sur igz y, plus le terme de flexion autour de l'axe y, donc my sur ijy fois z. Donc à noter que là, dans ce terme-là, je n'ai pas de signe moins. Parlons maintenant de ce qu'on appelle l'axe neutre. Donc l'axe neutre, c'est l'axe dans le plan de la section pour lequel, donc ce sont les points de la section en X, points de la section en X, tels que la contrainte est nulle. Ce sont les points pour lesquels la contrainte normale est égale à 0. Donc si je reprends l'équation de la contrainte normale, c'est-à-dire moins mz sur igz y plus m y sur igz fois z, bien donc l'équation de la droite est la suivante, à savoir z est égal à I
GY divisé par IGZ et par MZ divisé par MY. Fois Y. Donc c'est l'équation d'une droite passant par G. Donc si je la dessine, c'est une droite qui, grosso modo, donc, passe par G. Là. Remarquons que si la quantité ici, donc MZ sur MY est constante, alors la droite, alors le coefficient directeur de la droite est constant, quelle que soit la section, ce qui veut dire que on aura ce qu'on appelle un plan neutre. Alors la droite est identique, quelle que soit la section, et on a ce qu'on appelle un plan neutre qui contient tous les axes neutres. Donc si je le dessine sur ma section, ce plan neutre ressemblera à ça. Voilà, c'est le plan tel que sigma de x, y, z est égal à 0. Et enfin, autre remarque, on peut dire que ce plan de déformation, dans ce cas, est perpendiculaire au plan neutre. Donc dans ce cas, le plan de déformation est perpendiculaire au plan neutre. Alors prenons un exemple de flexion déviée avec une charge petit p, donc une action verticale dans le plan XY, et une charge petit q correspondant à une action horizontale incluse dans le plan XZ. Donc petit p est une charge uniformément répartie dans le plan XY, petit q une charge uniformément répartie dans le plan XZ. Donc ce chargement, je peux dire que c'est la somme du premier plus le deuxième, en vertu du principe de superposition. Donc dans le premier, je vais obtenir des contraintes sigma 1. Donc le premier, c'est un état de flexion simple autour de l'axe Z. Donc sigma 2 x, y, z égale à moins m sur IGZ fois y. Et au niveau de la déformée, donc je vais obtenir une déformée à dessiner qui est cette allure, avec une rotation et un déplacement petit v qui obéit à la relation suivante qu'on a vu déjà en flexion simple, donc dθ sur dx, 1 sur r égale dθ sur dx, qui est égal à v seconde de x, dérivée seconde de v.
égale à mz sur EI. Z de x, bien sûr. Donc l'état de contrainte numéro 2, sigma 2. Donc de la flexion autour de l'axe Y, on a dit donc que la contrainte était égale à plus my sur I gy z. Et dans ce cas-là, la déformée, on appelle donc petit w de x avec une rotation θ autour de l'axe y. C'était un θ autour de l'axe z. Là, j'aurai donc un θ autour de l'axe y et θ sur x égale à w seconde de x égale à moins. Notez qu'ici j'ai un signe moins m sur EI. Gy. Alors, je vais calculer la contrainte dans une section, dans la section où le moment est maximum, donc en x égale à L sur 2, et au niveau de la fibre, où on a le maximum de compression et le maximum de traction. Donc cette fibre, ici, on aura le maximum de compression, parce qu'on a à la fois le maximum de compression pour de la flexion autour de y et autour de z, et pour cette fibre, on aura un maximum de compression, de traction, à la fois pour la flexion autour de y et autour de z. Donc, vérifions ça en calculant les contraintes au niveau de cette fibre. Donc, sigma, je suis ici en x égale L sur 2, y égale à h sur 2 et z égale à b sur 2. Donc, si je remplace y et z par leur valeur dans l'expression de la contrainte, j'obtiens donc moins mz sur yz fois h sur 2 plus my sur ijy fois b sur 2. C'est-à-dire donc si je remplace IGZ par BH cube sur 12 et IGY par H B cube sur 12, tout calcul fait, ça me donne moins 3 quarts de PL carré sur BH carré plus QL carré sur HB carré. Donc à noter que cette contrainte est négative. On est bien en compression. À la fois due à la flexion autour de Y et à la flexion autour de Z. À noter qu'ici le moment MY est négatif, qui est au moins QL carré sur 8. Je fais la même chose pour la contrainte maximum de traction. Donc il est situé en x égale L sur 2. Cette fois-ci, y égale à moins h sur 2, z égale à moins b sur 2. Donc si je remplace y et z par l'expression correspondante, ça me donnera tout calcul fait, 3 quarts de PL carré sur BH carré plus QL carré sur HB carré. Donc c'est positif, on a donc de la traction qui correspond à la somme de la traction due à la flexion autour de Z et due à la flexion autour de Y. Et
on peut dire donc que ces deux contraintes sont égales en valeur absolue. Donc, si j'appelle sigma 1 cette contrainte, sigma 2 ceci, on a donc sigma 1 qui est égal à sigma 2 qui est égal à la contrainte donc maximum. Alors, calculons maintenant le vecteur donc soit D le vecteur déplacement, déplacement du centre de gravité G, de la section. Alors on peut dire que ce vecteur déplacement a pour coordonnées u de x qui est égal à 0 puisqu'on n'a pas d'effort normal. On est en flexion déviée. En revanche, on a un déplacement v de x dû à la flexion autour de l'axe z et un déplacement w de x dû à la flexion autour de l'axe y. Dans notre cas ici, on a mz de x sur my de x égale à constante, puisqu'on a deux charges de type uniformément réparties. Donc ce qui veut dire que la déformée est située dans un plan perpendiculaire au plan neutre.